Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous emmène en dehors des marchés liquides cotés pour évoquer le segment de la dette privée, segment qui connaît un essor important depuis 2 ans maintenant au moins, et nous en parlons avec Franck Sabat, responsable du développement de l'Asset Management Europe chez Berenberg. Bonsoir Franck. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, ravi de vous retrouver pour parler de ce segment de la dette privée. Effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce marché ou de ces marchés de dette privée du point de vue historique? C'est vrai qu'en tout cas, comme on l'a vu dans le private equity, il y a un push, il y a une appétence en tout cas à diffuser ce marché de la dette privée auprès d'une nouvelle clientèle, on peut le dire presque aujourd'hui, Franck. Oui, alors je dirais que c'est un marché qui se développe. Donc il y a eu vraiment ces marchés illiquides, donc private equity, private debt. Je dirais il y a eu tout ça est lié quand même à la crise financière de 2008. Post ça, le private equity a pris de l'essor. Et puis dans la logique, la dette privée a pris de plus en plus de place en fait. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est un marché qui fait 1500 milliards, on attend à ce qu'il atteigne les 2000 milliards d'ici quelques années. Donc il y a une grosse croissance. Et maintenant, sur cette partie-là, il y a quelque chose qui est assez évident, c'est que on a, pour beaucoup d'investisseurs, ils cherchent à faire le parallèle entre la partie liquide, obligataire, qu'ils connaissent très très bien depuis des années, où ils sont totalement confortables. Et ils aimeraient bien retrouver un peu ce degré de connaissance, de confort, et aussi de granularité sur ces activités de dette privée. Donc on a vraiment des investisseurs qui sont hyper avancés, qui maîtrisent leur sujet, qui ont beaucoup de granularité, et d'autres qui sont encore en découverte. On veut, mais que ce soit dans le monde action ou dans le monde de la dette, on voit beaucoup de sociétés qui ont envie de ces deux jambes. C'est-à-dire, je veux être dans les actions cotées et liquides, c'est mon métier historique, je connais, je ne vais pas lâcher la cote boursière, mais je vois bien aussi que dans le non coté, il y a des choses à faire. Et mon expertise des marchés cotés peut me servir aussi peut-être dans ces marchés d'actions non cotées. Et même histoire, j'ai l'impression, du côté de la dette. C'est quoi la différence, justement? Comment le marché de la dette privée est structuré par rapport au marché obligataire de dette d'entreprise que tout le monde connaît très bien, qui sont des marchés liquides et qui sont des marchés incontournables et parmi les plus gros du monde? Alors, la différence principale, c'est la liquidité. C'est que l'obligataire, on est sur une liquidité quotidienne. Là, on est sur typiquement sur des fonds qui vont avoir des périodes de lock-up, donc des périodes d'investissement entre 7 et 10 ans. Donc, on a un changement qui est hyper important. De la même façon qu'il y a les equity qui sont liquides. C'est le tunnel, quoi, oui. Exactement. C'est ça. Et le private equity, on va s'engager sur des périodes plus longues. C'est un mariage de long terme. Exactement. Et avec ce mariage de long terme, vient une prime d'illiquidité. Donc l'idée, c'est que cet engagement plus long apporte un rendement aussi plus stable sur cette poche de dette privée. Donc je pense que vraiment ce qu'on voit, c'est que c'est en train de on aura cette partie liquide qui va rester dominante. Ça, j'attends pas de changement pour les 5-10 prochaines années. Par contre, sur la partie liquide, on avait ce private equity qui était vraiment le moteur, et la partie dette privée a un rôle de plus en plus marqué. Et quel type qu'est-ce qu'on entrevoit comme espérance de rendement sur ces marchés de dette privée au terme de la détention nécessaire de ces actifs de dette privée, Franck? Alors là, on est en fait, on revient sur les bases de la finance. Plus on va prendre de risques, plus on aura de rendement. Donc là, il n'y a pas de changement là-dessus. Souvent, on entend que les marchés liquides peuvent payer énormément et ainsi de suite. Oui, mais il y a un risque sous-jacent. Donc dans la dette privée, en fait, on va avoir différents degrés. On va avoir la dette super senior, unitranche, mezzanine, où là, on a beaucoup plus de risques. Donc ça, c'est la même hiérarchie de créances qu'on connaît dans la structure du capital des entreprises, quoi. Exactement. Là, on est vraiment dans cette même logique. La différence, ça va être les acteurs sous-jacents. Et après, les rendements, si on regarde la partie européenne, je dirais, on va être à Euribor plus... Sur la partie la plus défensive, entre 3 et 5%. 3, 5, 6. Et puis après, on peut monter jusqu'à du plus 10, plus 12. J'imagine, oui. Avec
comme je le disais, un risque lié. En fait, il n'y a pas de secret. Si on va chercher du 10 à 15%, c'est qu'il y a un risque sous-jacent qui est plus important. Le risque, il va se faire où? Il va se faire en gros, dans le risque qu'on prend sur l'entreprise, que le gérant va financer. Nous, de notre côté, on a plutôt opté pour quelque chose d'hyper défensif. Donc, on est plutôt sur la partie super senior et senior. Donc les créanciers qui sont remboursés en premier, c'est ça, en cas d'accident, pour dire les choses. Ça va être ça la logique, c'est que en gros on va avoir des garanties plus élevées et en cas de problème, à être les premiers à être remboursés, en sachant que notre idée, c'est ce qu'on fait aujourd'hui depuis quasiment 10 ans. C'est de se dire, plutôt, on a eu 0 défaut jusqu'à maintenant, on va essayer de garder ce rythme-là. Parce que, au final, si on cherche, disons, je sais pas, plus 4%, donc ça va nous amener à du 8% par an, avec les taux actuels. L'idée, c'est d'apporter quelque chose de très, très stable. Et un autre point qui est intéressant sur la dette privée, 2022, on a eu ce crash des marchés, à la fois obligataires et actions. Et là, cette poche illiquide, au final, a donné, du fait qu'elle soit valorisée à une autre fréquence et du fait qu'il n'y ait pas cette liquidité, donc qu'il n'y ait pas de phénomène d'urgence, elle a donné une certaine stabilité aux détenteurs de ce... Et est-ce que le risque est simplement reporté? C'est-à-dire qu'on entend beaucoup aussi... Alors, il y a plein de marchés dans le private equity. Il y en a qui s'en sortent bien, il y en a qui sont sous pression, effectivement. Mais beaucoup attendent que dans une partie de ces marchés non cotés, on voit la douleur qu'on a vue sur les marchés liquides en 2022, mais qu'on ne voit que cette douleur que dans quelques temps, pour dire les choses, au moment des refinancements clés, au moment où les LPs, les partenaires, demandent de récupérer une partie de leur argent. Qu'en est-il pour ces marchés de dette privée là je pense qu'on est dans la même logique. C'est-à-dire qu'il faut au départ, il faut qu'il y ait un travail de sélection, de choix des sociétés, de choix de financement et de structure de financement qui soit bien fait pour qu'on puisse absorber ce type de période. Ils sont pas, c'est pas immunisés. Non, c'est ça, Si tout se tend, ça se tend. C'est pas complètement un autre monde non plus. Non, du tout. Là, on a vu un phénomène un peu particulier sur la dette privée, c'est que comme les marchés liquides avaient décroché massivement, et y compris la partie obligataire, ce qu'on n'avait jamais vu, les investisseurs se sont retrouvés, un phénomène d'allocation, ils se sont retrouvés surpondérés par rapport à ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils pensaient avoir. Et donc, il y a eu des phénomènes un peu de réallocation liés au mouvement de marché. Donc, en fait, ça apporte une autre mécanique. On le voit quand on parle avec les investisseurs, ils ont besoin d'intégrer cette partie parce qu'elle apporte ce côté moins volatile, ça c'est sûr. Ce côté très visible si on sélectionne les bonnes sociétés et puis si on identifie bien les stratégies. Et en même temps, cette diversification dans les comportements. Qu'est-ce qu'on finance avec de la dette privée aujourd'hui, je sais pas, par rapport au monde obligataire ou de crédit traditionnel? On peut financer beaucoup de choses, beaucoup. Mais en gros, ce qu'on voit, c'est que c'est très lié à ce milieu du private equity. En Europe, je dirais que ça se concentre quand même pas mal sur l'industrie tech et un peu de santé. C'est là où il y a quand même pas mal de choses. Mettons de côté la partie infra qui est encore spécialisée. On pourra en parler. C'est un marché un segment de marché à part entière. Oui, ça reste dans de la dette privée, mais c'est un marché en particulier. Mais pour un émetteur, c'est quoi? C'est une option supplémentaire de financement? Ça s'adresse à des émetteurs qui n'ont pas accès à d'autres sources de financement? Le point de départ, il est où? En fait, au départ, une société avait besoin de financement, ils allaient voir la banque finançait, s'il y avait besoin de plusieurs banques, ils se poulaient et il y avait un financement. On a vu que les banques, ça devenait de plus en plus compliqué et aussi plus de process, donc peut-être moins rapide. Et la dette privée vient de là, en fait. L'ouverture est là. Donc, en fait, ces sociétés, c'est celles qu'on connaît. Il n'y a pas un nouveau type de société émergent. C'est des sociétés établies qui sont là. La différence, c'est qu'ils vont plutôt se tourner sur des providers de dette privée pour avoir plus de flexibilité
et peut-être plus de rapidité dans l'implémentation. Donc ça va être les gros facteurs déclencheurs. Versus un processus de décision bancaire, ça peut aller beaucoup plus vite quand on a un émetteur avec des spécialistes de la dette privée, quoi. Ça peut aller beaucoup plus vite. Après, je dirais qu'en France, on est encore bien lotis. Les banques sont bien actives et sont plutôt bonnes dans cette activité-là. Si on s'écarte, c'est de moins en moins le cas. Donc, en fait, il n'y a pas de solution parfaite. Là, c'est vraiment une solution de financement supplémentaire. Ça vient... Peut-être on peut prendre un exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. La majeure partie de ces deals, ils viennent des deals de private equity. Donc, on va rentrer dans un deal Je prends un exemple concret. Là, récemment, on a financé une entreprise basée en Suisse. Ils font des logiciels pour les systèmes bancaires. Et en fait, ils avaient été rachetés par une société de private equity il y a 5 ans. Exit de l'investissement, donc un schéma très, très standard. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, pour le vendeur, il fait un système d'enchères. Donc, c'était une belle société, croissance, stable, profitable. Tout va bien. Et donc, celui qui veut racheter cette société, il va amener une poche en cash, en equity, et puis il va aller chercher de la dette. D'accord. Et donc là, c'est là où la dette privée intervient pour, en fait, optimiser les chances de remporter ce deal. Donc, c'est assez... Il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de dynamique, mais sur le fond... Voilà, on parle de sociétés qui ont besoin de financement et qui souvent sont, en tout cas nous on se concentre plutôt sur les sociétés en développement et qui ont cette capacité à déployer l'argent levé. Bon, merci beaucoup pour cet éclairage sur ce segment, alors qui n'est pas un segment nouveau, on l'a compris, mais qui est un segment qui monte. Et en tout cas, un des segments en croissance dans l'industrie de la gestion d'actifs aujourd'hui, la dette privée. Merci beaucoup Franck. Franck Sabat, responsable du développement de l'Asset Management Europe chez Berenberg.